La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et non l'événement ne pourrait jamais résoudre qui détermine comment l'histoire doit changer pour que ça se joue. Il y a deux possibilités d'être réduit par ça. La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Dans l'épisode précédent, Ludivine nous a raconté comment, lors de sa 3e échographie, elle a appris que leur premier enfant avait un grave problème cardiaque. Un choix impossible s'est imposé à elle et à Cyril. Poursuivre la grossesse ou tenter une naissance prématurée avec toutes les incertitudes que cela implique. Aujourd'hui, c'est Cyril qui prend la parole. Il nous plonge dans l'intimité de ces instants où tout semble s'effondrer. Comment continuer à avancer alors que les erreurs médicales s'accumulent, que l'incertitude ronge et que l'avenir de son enfant reste en suspens. Entre force et vulnérabilité, Cyril nous raconte son combat en tant que père et mari. Ce n'est pas seulement une histoire de survie, mais une réflexion sur ce que signifie être présent, même dans les moments les plus incertains. Cyril partage des leçons de vie fortes, l'importance du soutien mutuel, la gestion des émotions dans la tempête, et ce qu'il a appris sur lui-même à travers ses épreuves. Bonne écoute. Salut Cyril. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode d'Histoire Kintsugi, qui fait suite à l'épisode d'il y a 2 semaines avec Ludivine, puisque on va reparler un petit peu de la même histoire, certainement avec un angle un petit peu différent. Mais avant de se lancer dans cette histoire, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Cyril, j'ai 44 ans, je suis né à Marseille, à la Castellane, donc au quartier de Zidane. Voilà, je suis issu de 9 frères et sœurs, donc d'une famille nombreuse. Et voilà, donc je suis marié avec 3 enfants à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Bon, t'as bien fait de préciser Marseille parce que ça s'entend pas du tout à ton accent que tu viens de, que tu viens de là. Mais merci. Tu le sais, dans Histoire Kintsugi, je demande toujours à mes invités d'avoir un objet qui symbolise l'histoire dont on va parler. Est-ce que tu peux me parler de l'objet que tu as choisi ? Donc l'objet que j'ai choisi, c'est un objet qui m'a marqué, parce qu'on connaît les sucettes traditionnelles pour les enfants, pour les bébés. Et moi, du coup, c'est une sucette pour prématurés. Donc c'est une toute petite sucette avec un tout petit bout. Et c'est vrai, quand j'ai vu la sucette, je ne savais pas que ça existait du tout. Et c'est ce qui m'a marqué d'ailleurs. Et voilà, le fait d'avoir un bébé de 7 mois et 2 kilos et qui prenne des si petites sucettes, c'est sûr que c'est adapté et c'est ce qu'il fallait. Et voilà, c'est ce qui m'a marqué. Ok, bah tu vois, je savais pas non plus qu'on faisait des sucettes pour les enfants prématurés. Donc je viens de l'apprendre également. Tu parles de ton enfant prématuré. On connaît un petit peu l'histoire puisque Ludivine nous en a parlé, mais là l'idée aujourd'hui c'est d'avoir ton regard sur cette histoire et ton histoire aussi personnelle du coup. Donc si ça te va, je vais te laisser la main pour que tu puisses nous parler de cette histoire. Bon, mais très bien, merci. Tout d'abord, voilà, Livio, ma femme a été enceinte, donc de Livio. Moi, j'étais donc un chef d'équipe chauffeur déménageur, donc j'étais amené à faire pas mal de déplacements. Et lorsqu'elle m'a téléphoné pour dire que Livio avait des soucis à la naissance, donc cardiaque, qu'elle me l'a annoncé, c'est vrai que ça a été un choc quand même. Et on ne s'attendait pas du tout à tout cela, on n'est pas prêt à toutes ces difficultés qu'on puisse avoir surtout de l'inquiétude. Donc on s'inquiète de savoir comment ça va se passer, comment il va naître, comment nous on va réagir, comment ça va se passer à l'hôpital. D'un coup on se pose plein de questions. Et le fait de voir sa femme aussi déboussolée, très inquiète, c'est vrai qu'en tant que mari,
En tant que mari, on s'inquiète d'autant plus parce qu'on a besoin de rassurer sa femme, d'essayer de faire les choses au mieux pour que tout se passe bien. Et voilà, donc on reste dans l'incertitude de départ de sa naissance qui a été très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué, quoi. Tu te rappelles le moment où Ludivine t'annonce qu'on lui dit qu'il y a un problème avec Livio? J'étais sur la route en train de conduire et donc j'étais sûrement dans le centre de la France. Et quand elle me téléphone, donc j'allais pour aller chez un client, donc j'étais pas très loin, hein. Et quand elle me l'annonce, ça m'a quand même déboussolé, surtout le fait de ne pas pouvoir être là. Mhm. Donc j'avoue que. Et après, je sais que j'avais encore du travail et que j'allais pas rentrer le jour même. Et voilà, donc ça m'a beaucoup fait réfléchir, très déboussolé. Et voilà, donc j'étais déboussolé. Et t'es rentré combien de temps après, du coup? Je suis rentré le lendemain. Ok. Voilà, donc je suis rentré le lendemain. euh, Ça s'est bien passé. Donc je suis rentré de suite, je suis allé la voir. Ok. Donc il n'est pas rentré de suite à l'hôpital. On est quand même rentré chez nous pour avoir des diagnostics, pour qu'il puisse trouver un jour pour qu'on puisse rentrer à l'hôpital. Et voilà, après j'ai lu le diagnostic, j'ai lu qu'il fallait rentrer à l'hôpital, qu'il naisse prématuré, qu'il avait des problèmes cardiaques, qu'il allait avoir des technologies euh, qu'on ne gérait totalement pas. On ne sait pas comment ça va se passer dans le milieu hospitalier, qu'on fait confiance quand même. On se dit comme à la télé, on voit c'est l'expert, il y a des radios, il y a des vidéos, Mhm. ils sont énormément à la pointe de la technologie, on n'a pas moyen de s'inquiéter. On essaie de se rassurer de ce côté-là, mais c'est vrai que, que j'en perds mes mots, oui, c'était très difficile. Ouais. Voilà. Et comment ça se passe du coup pour toi justement donc tu nous parles de l'hôpital, ben, tous ces moments qui ont été ponctués de beaucoup de bas, de quelques hauts parfois, mais tout de suite contrebalancés. Comment toi tu vis toute cette situation? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment je vis? Ben, je le vis très mal parce que on sait que j'ai ma femme qui va rester à l'hôpital avec mon fils. Mhm. Et moi, le fait de faire des déplacements et de travailler, de ne pas pouvoir être là, ça a été très difficile parce qu'on a besoin de savoir les choses et d'avoir sa présence. Et du coup, j'avoue que j'étais assez déstabilisé quand même. Et surtout qu'on en apprenait de jour en jour, hein, comment ça va se passer, pourquoi, où on va aller, est-ce qu'il va être transféré à l'hôpital. Euh, voilà, j'étais très déstabilisé et ça a été très 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 difficile. Donc le parcours a été que ensuite elle est rentrée donc à l'hôpital pour accoucher. Moi la veille, je travaillais et je suis tombé donc de l'escabeau. Je me suis déboîté l'épaule. Donc j'ai Mhm. eu un accident de travail. Mais voilà, donc ça a été l'hôpital avant l'entrée, euh, avant la naissance de mon fils. Donc ça a été très 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 difficile. Donc voilà, donc je suis allé à l'hôpital euh, avec un bras endommagé. Mhm. Et voilà, ensuite à l'hôpital à la naissance, moi je pouvais pas y assister parce que c'était une naissance assez compliquée. Mhm. Et du coup, voilà, le fait d'être dans la salle d'attendre et d'attendre pendant des heures qu'elle accouche sans savoir ce qui va se passer et surtout d'être impuissant, de ne pouvoir rien faire, ça a été très 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 difficile. Et pendant cette attente, quelles informations t'en avais ou J'avais pas du c'était tout c'était juste de d'informations. l'attente? Ouais. De l'attente, pas du tout d'informations. Je savais pas si elle avait accouché, il n'y avait pas d'infirmière qui venait, je savais rien du tout en fait. Ok. Et comment ça se passe du coup après? Mais après, on attend de longues heures et voilà, donc on a envie de rentrer parce que je me dis ça y est, elle a accouché, elle a pas accouché, ça commence à faire longtemps quand même, ou d'une heure ou deux, on dit c'est sûr qu'elle a accouché, on comprend pas. Et voilà, au final, après, j'ai réussi à rentrer, je suis allé voir ma femme et c'est là où je la vois très fatiguée, déstabilisée et voilà, elle nous raconte que l'accouchement, ça s'est bien passé. Mhm. Que notre enfant est né. Donc, elle a pu le voir 2 secondes et que d'un coup, il est devenu tout bleu. Et que tout le monde s'est mis autour et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils l'ont intubé et qu'ils l'ont transféré à l'hôpital d'à côté. Ok. Dans quel état tu te sens quand tu retrouves ta femme qui te raconte tout ça?
Ah, je me dis que je suis parti pour une grande aventure, là. Ouais. Une grande, grande, grande aventure, là. Ma femme déboussolée, mon fils de l'autre côté, et j'ai très envie de voir mon fils. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. Tu le vois pas, toi, Livio? Non, je le vois pas. J'ai très, très envie de le voir. Ouais. Voilà, donc voilà, c'est la première chose que je veux faire. Et ma femme aussi, elle me dit, bon, ben, va le rejoindre. Mhm. Va le rejoindre. Et du coup, je suis allé le rejoindre. Mais bon, le temps qu'ils le mettent en place, qu'ils mettent les perfusions, voilà, donc j'ai attendu près de 2-3 heures quand même. Ok. Et donc, pendant 3 heures, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Donc, c'est 3 heures de stress complet. Et voilà, jusqu'au moment où la porte s'ouvre, il y a une infirmière qui vient et qui me dit, bon, ben, vous pouvez aller voir votre fils. Ok. Voilà. Et quand je vois mon fils pour la première fois, on voit les grossesses de tout le monde. Le bébé couche, le papa est à côté, on est là et on le voit. Et voilà, on a notre bébé dans les bras et c'est fini. Là, c'était pas du tout le cas. Je suis rentré donc dans une salle de réanimation avec plein d'enfants. Donc avec des parents autour, des enfants de tout type de problèmes. Et là, je vois mon petit garçon de 43 cm, 2 kilos, et plein de tuyaux, Hmm. avec des machines qui sonnent, qui font plein de bruit. Et nous, on est à côté, on ne peut pas le toucher, il est en couveuse. Et de là, on le voit avec une peau marbrée. Et, euh, et voilà, la première réaction, ça a été, je suis parti en pleurs. Je crois que ça a été pendant une demi-heure, au Hmm. moins. Voilà, je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer, je le voyais. Et je me suis dit, bon, ben, il vivra pas, quoi. C'est la première chose que je dis. Ok. Et le fait qu'il naisse et de le voir vivant et de suite à penser à la mort, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est vraiment trop dur. Hmm. Après, on a eu des infirmiers très très bien qui ont su nous remonter le moral, nous expliquer, nous remettre sur pied. Et du coup après, on a su relativiser et attendre parce qu'on est impuissant, on peut rien faire. Hmm. Et du coup, voilà, on est à côté, on essaye de comprendre, surtout, qui n'est pas notre milieu hospitalier, on ne comprend pas, des termes qu'on ne comprend pas, et on attend. Tout en sachant que de l'autre côté, il y a donc ma femme qui attend, Mhm. et qui attend des nouvelles pour savoir comment il va, s'il va bien, Ouais. et non, on ne sait pas quoi répondre, parce que bon, il est assis, intubé, on ne sait pas comment il va, plus Hmm. ou moins, on sait qu'il est vivant, mais pour combien de temps, est-ce que ça va bien se passer, ça va pas bien se passer, donc voilà, c'est la première fois que je le vois, ça a été ce moment très très dur. Ça a Ouais. été vraiment très 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 difficile. Ok. Et Ludivine nous a pas mal parlé de tout ce qui se passe ensuite, de toutes les péripéties en fait par lesquelles vous êtes passé. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler de comment toi tu vis tout ça entre bah, il y a ton enfant, il y a ta femme, toi tu es en arrêt parce que tu t'es blessé. J'aimerais bien que tu rentres un peu dans ce détail-là, de nous expliquer comment on vit ça en tant que père, en tant que mari, enfin voilà. Ben, en tant que père, on se doit d'être fort et d'assumer le rôle de père, donc de la famille. Donc on se doit que sa famille soit bien et on prend tout sur nous. On- donc sur ce moment-là, on ne peut rien faire. Moi, je suis en arrêt. On se dit, bon, la vie continue, le côté financier aussi. On a quand même une vie, un appartement, des dettes à payer. Et c'est sûr que d'un coup, tout se mélange d'un coup. Et c'est là où on est complètement perdu. Et voilà, c'est très, très, très compliqué. Moi, mon accident de travail, donc j'étais en accident de travail, mais par exemple, on a vécu pendant quelques mois avec seulement les indemnités que ma femme percevait par la CAF. Mhm. Donc, il était de 600 à 700 euros, je me rappelle plus, et ça a duré 4 mois, parce que j'ai eu les papiers d'accident de travail 4 mois après, parce que j'ai un employeur qui n'a pas accepté pendant cette période, avant la période d'été qui est la plus grosse en déménagement, que je sois en arrêt, parce que donc, je parle anglais, j'étais un bon élément, je partais en Angleterre, je faisais des choses très importantes, du coup, elle n'a pas accepté, et du coup, on a été payé 4 mois après. Et voilà, donc, donc ça a été très difficile pendant 4 mois. Mhm. Et,
Donc très 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 difficile pendant 4 mois, surtout qu'on avait aussi une mutuelle qui prenait en charge forfait hospitalier pendant 3 mois. Et donc les 3 mois sont passés, ils nous ont pas dit qu'ils ne prenaient plus rien en charge. Du coup, tout ça, ça faisait des factures pré-hospitaliers à régler. Mais que sur le moment, on n'est pas... On a notre bulle, on pense à notre enfant, on va le voir le jour, la nuit. Je dormais 1 heure. Et on pense pas à tout ça, on n'a pas la tête à faire tous ces papiers, tout ça. Et vraiment, on règle des choses les plus importantes d'abord. Donc la santé de notre enfant, le mental de sa femme. Et c'est ce qu'on se dit dans la tête. Donc ensuite, on essaie de régler les problèmes, bien sûr. Mais pendant 4 mois, quand on n'a rien, on est dans l'impuissance. Donc on a ce stress financier, plus le stress de notre enfant, comment ça va se passer, plus une femme qui est complètement aussi... c'était très dur pour elle, la pauvre, déstabilisée. Donc c'est vrai qu'en tant que père, on est impuissant, on ne peut rien faire et on subit, quoi. On subit, tout simplement. Et voilà, donc ça a été une période très, très, très difficile. Moi, par la suite, après, je me suis fait opérer l'épaule. Ok. Donc avec notre enfant qui était d'un côté, moi, l'opération, ça a été un moment assez compliqué, surtout que c'est dur parce que, en fait, cinq minutes avant que j'aille me faire opérer, je reçois un message d'une amie avec nous. Et donc, à la maison McDonald's où on était, une petite fille adorable de 14 ans avec qui on avait très bien sympathisé avec les parents. Et elle nous annonce qu'elle a rejoint les étoiles. Et ça, tu apprends ça juste avant ton opération? 5 minutes. Ok. Donc, ça faisait 3 mois au moins qu'on était avec eux. Et voilà, quoi. Donc, je me suis dit qu'il peut y avoir du bien, mais aussi du très dur. Ça nous remet vite en question. J'imagine. Ça nous ramène vite à la réalité. Et on se dit qu'on peut passer par là aussi. Donc voilà. Donc voilà, ça a été très, très, très difficile, le fait d'apprendre ce décès. Et voilà, donc je me suis fait opérer par la suite. Donc on a continué notre vie avec notre enfant, avec des avis pour et contre dans ce milieu, avec des gens qui croyaient, des gens qui croyaient pas, qui disaient non, ça marchera pas, oui, ça marchera. Votre enfant, ça fait trop longtemps qu'il est là, donc voilà, on a plusieurs anecdotes. Un jour, il y a un docteur, il vient nous voir, il nous dit bon, mais voilà, on va lui donner un cachet. Et voilà, donc ça coûte très cher, ça vient de l'étranger, on va y donner. Et nous, on lui pose la question, est-ce que ce cachet, vous avez déjà essayé sur un enfant comme ça? Il nous dit, mais non, c'est un test. Mais pour lui, c'était basique. Mais pour nous, un test, je lui dis, mais un test, vous avez jamais testé? Il nous dit, mais non, c'est un test. Du coup, vous dites, ben, c'est un test, mais ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Donc, de suite, la frustration, la colère, elle se met en place. Et voilà, et vous dites, bon, ben, on demande une réunion avec donc les médecins, les personnes qui le gèrent, et demain matin, on en rediscutera et on fera la chose. Et quand on arrive donc la nuit, il y avait un trou, on n'avait pas le droit d'y rester. On arrive le lendemain matin, ils avaient déjà donné ce cachet. Ok. Et donc moi, je n'étais pas pour. Ma femme était pour. Donc ça a été des conflits avec ma femme. Donc on a eu des conflits comme ça où des fois on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Mais bon, après c'est vrai qu'on est très différents et c'est ce qui fait notre force. Donc heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle a bien souvent raison aussi, elle ressent pas mal les choses. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué. Il y a eu un autre cas où le matin on voit le professeur, un professeur qui nous dit oui, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, votre enfant il va bien. On va bien s'en occuper. Et dans l'après-midi, il y a un autre docteur qui nous dit bon, mais voilà, on n'y arrive pas. Si dans 2 semaines ça marche pas, ben, on arrête tout. Ok. De là, de suite, c'est encore la frustration, la colère. Et de là, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y arracher la tête, quoi. De là, je retourne au bureau.
C'est là l'épisode où la chaise vole à travers le bureau ou Ça, c'était avant. c'était une autre fois? Ça, c'est... Ludivine m'a tout dit, hein, donc je Ah, sais qu'il y a une chaise qui a volé. en fait, quand il est transféré, non, il est allé d'abord à la naissance, ils l'ont transféré, ils lui ont fait un cathétérisme. Donc c'est un petit ballonnet qu'on rentre dans une veine pour dilater l'aorte. Donc ça s'est bien passé, ils l'ont ramené en soins intensifs, et en soins intensifs, en fait, il a eu un surdosage, donc de médicaments pour stimuler son cœur. Et donc on a vu notre enfant gonfler comme un ballon, vraiment, il était pas très bien, et c'est de là où il y a un docteur qui nous demande de nous convoquer, de nous dire, bon ben voilà, l'histoire elle est simple, soit votre enfant, on le transfère au risque qu'il ne supporte pas le trajet, soit on va y donner des cachets au risque qu'il ne les supporte pas aussi. Et de là, j'entends l'ambulance. Et j'ai en gros, vous êtes en train de nous demander de prendre des solutions, mais alors que l'ambulance est déjà là pour lui. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire que vous allez le transférer au risque qu'il ne peut pas vivre, quoi. C'est là où elle me dit oui. Et j'ai donc vous lui demandez de faire un choix, alors que vous avez déjà fait le choix. D'autant plus qu'elle me dit que un médecin peut venir pour le voir. Et donc directement, un médecin réanimateur peut venir pour le voir et que ce serait la solution. Mais là ils n'ont pas le temps. Du coup, ils ne peuvent pas venir. Du coup, on le transfère. Et en gros, je dis, ben donc, vous êtes en train de me dire que vous allez le transférer au risque de ne pas savoir s'il va vivre ou pas parce que vous n'avez pas le temps de faire venir un médecin réanimateur. Et elle nous dit, c'est ça. De là, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai pris la chaise et j'ai raté de peu. Ok. Voilà, ça a été une colère, on a envie de crier, on se dit mais ils nous prennent pour qui? Et c'est là où ça y est, ça perd confiance dès le départ. On se dit ça y est, on nous prend de haut, on n'est pas dans le même milieu, on est rien du tout, on est là que pour subir quoi. Et voilà, quoi qu'on dira, ils font comme ils veulent et voilà. Donc ça a été très très difficile dès le départ de ce côté-là. Il y a un point que tu as abordé juste avant, et on en a parlé avec Ludivine, c'est le fait que vous soyez différents et que sur certaines situations, du coup, vous n'avez pas été d'accord. Mhm. Ludivine est allée jusqu'à me dire qu'il y a eu un moment, votre couple était particulièrement en danger. Comment toi tu vois cette situation? Ah, c'était le désarroi. On n'était pas d'accord du tout. Euh, à cause des gens, parce qu'ils nous proposaient des choses où on n'était pas d'accord. Moi, toute nouvelle chose, on est bien maîtrisé en fait, savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ça va se passer. Et, et, moi, j'étais plus comme ça. Ludivine faisait beaucoup plus confiance au milieu hospitalier. Elle a eu raison. C'est vrai que, et moi, le fait de ne pas contrôler, de ne pas savoir, ça a été dans le couple catastrophique. Ça a été, on ne s'est pas parlé pendant des jours, on parlait de séparation. On parlait de séparation, on voulait se séparer. Et au milieu de tout ça, on n'arrivait plus à se parler, à se comprendre. C'était très, 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 très compliqué, oui. À ce moment-là, vous étiez allé à la maison McDonald's? On était à la maison McDo. Ok. Ouais. Donc on était un couple à part. Je dirais plus ou moins pendant quelques temps. Ouais. Ouais, on était un couple, mais à part. Voilà. Après, il y a eu des moments où il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et on a eu des joies, comme de la peine. Et voilà, donc la joie, par exemple, quand ils l'ont retransféré, donc ce transport s'est bien passé au final. Ils ont fait une dialyse péritonéale, qui a eu quelques soucis elle a mal été posée, quoi, hein, qui s'est amené à plusieurs staphylocoques. Et voilà, donc c'était ouvert dans le ventre, très inquiète. Ma femme, elle le voyait de suite. De toute façon, ma femme, elle a toujours senti quand ça allait bien se passer ou quand ça allait pas se passer, s'il était bien ou s'il était pas bien. Elle a toujours eu de très très bons ressentis que moi j'ai jamais eu. Je pense que c'est le côté mère qui fait ça. Et voilà, donc ils lui ont posé une dialyse péritonéale. Et voilà, donc après les moments de joie, c'est est-ce qu'il allait pouvoir faire pipi, donc expulser donc tout ce traitement qu'il avait sur lui. Et voilà, donc c'était la question, donc c'était de l'attente, de la patience, est-ce qu'il allait faire pipi
Et le moment de joie où vraiment, comme ça, on avait gagné la Coupe du Monde, c'était ouais, ça y est, il a fait pipi, tout ça pour un petit pipi. Et nous, on était super contents, on était là, ouais, il a fait pipi, donc ça y est, il va bien, il va pisser, il va expulser, ouais. Là, et c'était ce moment de joie, ces petits moments de joie, donc ça nous a permis à nous d'avoir de la joie entre nous et de nous rapprocher. Parce que du coup, ça va. Je disais, Et, pardon, je t'ai coupé. vas-y. On a enregistré avec Ludivine en fin de matinée, on a déjeuné ensemble et on enregistre en début d'après-midi. Et je disais en rigolant tout à l'heure, je pense ce moment du pipi, il y a moyen que ça soit le titre de l'épisode. Tu viens de me convaincre qu'il fallait que je trouve un nom d'épisode avec ça. Il va vraiment falloir que je me creuse un petit peu la tête, ça va pas être évident, mais ok, je prends le challenge. Du coup, je t'ai coupé et je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci. Mais tu parlais de cette joie qui vous a rapprochés. Mhm. Je veux bien que tu reviennes à ça. Du coup, il fait pipi. Et voilà, on est content. Hein, et on suit le pipi. On compte les millilitres. Combien il a fait pipi. On est là. On mesure tout. Et donc, il est intubé pour boire et manger. Il a les perfusions pour boire et manger. Donc voilà, on le suit. On le suit et on voit le pipi qui continue et que tout se passe bien. Et nous, on est très satisfaits. Alors qu'au final, c'est pas le problème principal, c'est juste qu'il fasse pipi, ça va pas ranger le problème de ses reins qui ont arrêté de fonctionner, de sa dialyse péritonéale qui est infectée ou de son cœur qui va pas bien. Du coup, on oublie tout ça. Comme quoi, c'est tout bête et on reste concentré sur le pipi, qui est un court moment de joie, mais qui nous fait oublier tout le reste. Parce que ça nous fait avancer un peu plus et c'est vrai que voilà, donc c'est une toute petite victoire sur ce qui reste à vivre. Ok. Et Théo et Séba, dans votre relation, tout à l'heure, tu nous disais que toi, il y avait ton enfant, il y avait ta femme, il y a la situation aussi financière qui est compliquée à ce moment-là, aussi avec des hauts et des bas. Mhm. Comment, de ton point de vue, vous arrivez à ressouder ce couple? Je disais avec Ludivine dans l'épisode précédent que en rentrant chez vous, on sent qu'il y a une famille, enfin c'est hyper uni, c'est assez impressionnant. Euh, Comment vous avez réussi à vous rapprocher à nouveau et à surmonter tout ça? Se rapprocher à nouveau, on a toujours été très soudés avec ma femme. On a toujours été dans la compréhension. Elle allait pas bien, j'ai essayé de remonter le moral. Quand c'était l'inverse, c'est moi qui ai remonté le moral. Et, et voilà, le fait que notre enfant, petit à petit, aille mieux, et que nous, on n'a jamais lâché l'affaire. Comme je vous dis, on dormait 1 heure ou 2 par jour, et on mangeait très peu. Et le fait qu'on a vu avec le temps qu'on réussissait ensemble, en prenant des bonnes décisions, en étant fort, en restant soudés. Heureusement, j'étais avec ma femme, sinon j'aurais pas tenu, parce que être à deux, on est beaucoup plus fort que quand on est seul. Et voilà, on a vu que on commençait à avoir du positif, et c'est ce qui nous a rendu plus forts ensemble, et ce qui nous a permis de relier nos liens aussi, ça a été quand notre enfant allait mieux. Donc quand notre enfant allait mieux, on avait de la joie, on était content, on s'est pas battu pour rien. Du coup, nous, d'un coup, ça a été le moral d'un coup allait mieux. Et donc, je pense que c'est ce qui a permis de nous rendre plus soudés encore. Voilà, moi je suis quelqu'un de très actif, toujours faut que je bouge, je fasse des choses, faut que je suis très nerveux aussi. Et donc, et elle c'était plus du côté mère-fils humain qu'elle gérait les choses. Et voilà quoi. On disait à nouveau ce midi, j'ai l'impression que vous êtes, je sais pas si vous en avez parlé, mais répartis les rôles en fait. Quelque part, évidemment, vous étiez tous les deux dans la situation avec Livio, mais comme tu viens de le dire, Ludivine avec le côté mère-fils. Toi, tu gérais un petit peu la maison, on va dire, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement? C'est quelque chose que vous avez discuté? Comment ça s'est fait? Non, ça se fait naturellement. Comme je dis, en tant que père, on se doit d'essayer d'assumer les rôles. Donc c'est sûr que
Quand rien ne va, quand tout va, tout va, quoi. Parce que pendant 4 mois, j'ai pas eu mes salaires. On a eu quand même 4 mois de retard. Donc, l'argent de côté est parti donc, dans les premiers loyers. Mais après, on n'a pas tous 20 000 euros de côté, hein, ou 30 000 euros sur le compte, hein. Et ensuite, donc, on a commencé à avoir des dettes qui se sont accumulées. La mutuelle, au bout de 3 mois, ils prenaient plus en charge les forfaits hospitaliers ni la maison McDo. Donc, qui était quand même une petite somme quand même par mois. Et donc, la mutuelle nous a rien dit. Donc nous, on a continué à se concentrer sur notre enfant, tout en sachant que derrière, on accumulait des dettes et des dettes et des dettes hospitalières, des dettes de la vie, les loyers, tout ça. Donc ça a été hyper compliqué. Et, et le fait d'avoir des dettes, le fait d'avoir un enfant pas bien, le fait que je sois en accident de travail, ben, moi, quand je suis très stressé, ben, je prends du poids. J'ai pris en 6 mois 35 kilos. Donc je suis passé de 70 à 105 kilos. Ok. Donc j'avais gonflé comme un ballon, j'avais des chevilles. À l'hôpital, on me mettait les jambes en l'air, on me faisait des massages, j'avais gonflé comme un ballon et très 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 stressé. Donc c'est le fait de gérer moi de mon côté, tout ce côté que je veux pas qu'elle gère elle, parce que je veux qu'elle soit bien pour son enfant, je veux qu'elle lui donne de la positivité, je veux qu'elle soit à 100%, et moi de mon côté, ben voilà, j'ai essayé de gérer tout ce côté financier qui a été très 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 difficile. Ok. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc pour continuer un peu l'histoire de notre enfant, donc il a eu la dialyse péritonéale, donc après ils l'ont opéré de l'intestin, ils lui ont enlevé je ne sais plus combien de centimètres. Donc il était toujours intubé, on se battait pour lui enlever donc l'intubation parce qu'il n'arrivait pas à respirer tout seul. Donc à l'hôpital, nous en accord avec eux, on dit bon, il faudrait qu'on trouve un jour un moyen d'essayer de lui enlever ces tuyaux. Et à l'hôpital, donc la première fois qu'ils l'ont essayé, la veille, ils l'ont vacciné. Donc il avait de la fièvre, de la vaccination de la veille. Et ce jour-là, ils ont essayé et ça n'a pas marché. Donc nous on comprenait, on dit mais vous l'avez vacciné la veille, vous ne voyez pas qu'il a de la fièvre, vous essayez de lever les tuyaux, mais c'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. Oui, mais il faut essayer quand même, parce qu'à savoir qu'il y avait plusieurs docteurs, chacun prenait des décisions différentes, donc c'était assez compliqué. La deuxième fois, pareil, ils ont essayé de le faire, on n'était pas au courant. Donc ça a été très compliqué, parce que si ma femme l'aurait senti, je sais que ça se serait bien passé. Parce que ma femme, elle ressent vraiment les choses quand il faut. Et donc ça s'est mal passé. Et la troisième fois, avec de l'acharnement, de la persévérance avec ma femme, on n'a pas lâché le morceau, on est resté du matin au soir, la nuit, on ne mangeait pas, tout juste, on n'allait pas aux toilettes, on est resté tout le temps, on était des parents trop présents. C'était écrit sur les feuilles. Vous êtes trop présents, allez au restaurant, allez boire un coup, faites un truc. Nous, on voulait pas, on voulait rester avec notre enfant, surveiller, parce qu'on savait qu'on pouvait lui enlever le tuyau. Mais eux, non, en gros, ils voulaient le faire, je sais pas, et faire des tests peut-être, je sais pas, mais nous, on n'a pas lâché l'affaire. Du coup, ils ont mis une machine respiratoire pour qu'il puisse respirer tout seul. Qu'on est resté, du coup, que j'ai appris à connaître par cœur avec ma femme. Et du coup, moi, je conseillais aussi, j'étais là, je réglais le volume de respiration, donc il respirait à 40% tout seul pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et c'est un moment qui m'a beaucoup embarqué et qui a été encore une grande victoire. Parce que... Et donc, on l'aidait à respirer pendant 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 6 heures tout seul. Et 6 heures et une aide à 50%. Et jusqu'au moment où nous, on s'est senti prêts. Ma femme l'a senti, elle a dit, oui, je pense qu'on peut essayer d'enlever les tuyaux. Et avec un médecin réanimateur avec qui on était très bien d'accord, il a dit, comment vous le sentez? Moi, je pense peut-être que... Et là, on a dit, go, on y va. Et là, donc, ils lui ont enlevé les tuyaux. Et donc, ils nous ont appelés. C'est une Coupe du Monde. C'est vraiment... c'est pire qu'une Coupe du Monde. Et là, on voit notre enfant, sans tuyau, sans rien. Et là, à ce moment-là, il nous dit, ben, prenez-le. Et là, pour la première fois, au bout de 6 mois, on prend notre enfant dans les bras, qui nous sourit. Et c'est waouh! C'est au bout de 6 mois que tu prends Livio pour la première fois dans tes bras? Sans tuyau, sans rien, oui. Ouais. Ouais. Au bout de 6 mois, et là, on prend notre enfant dans les bras, il nous sourit, on le serre fort, on est content.
content, c'est vraiment une coupe du monde, c'est une satisfaction, le cœur il bat de joie, juste le fait de prendre son enfant dans les bras, comme quoi il y a des gens, ils naissent, ils les prennent de suite. Mais nous, il a fallu qu'on attende, qu'on patiente, qu'on se batte. Et lui, avec ses beaux petits yeux qui nous regardent, qui nous fait des sourires, et nous, on a envie de le bader, quoi. Et ça, ce moment-là, c'est vraiment un moment qui m'a marqué énormément parce que en étant intubé, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas le prendre, le fait de bouger les tuyaux, tout ça. Et au bout de 6 mois, le fait de le prendre, ça a été une énorme satisfaction. Voilà, une énorme joie, quelque chose basique pour certains, mais pour nous, comme je dis, c'est plus grand qu'une Coupe du Monde. Hein. On prend notre enfant et c'est une joie inespérée et qui nous fait du bien aussi. Qui nous fait du bien. Parce qu'on se dit, enfin, ça y est, il respire seul. Il est là, on le prend. Et ça y est, maintenant, les choses vont... ça va aller, quoi. Et après, du coup, on arrive au retour à la maison. On arrive au retour à la maison, qui n'a pas duré longtemps. Donc moi, je rentre à la maison, comme je dis en tant que père, les papiers, le ménage, vite faire la chambre, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop de chambre. Et donc, ça dure 2 jours, et ma femme, elle me dit, je le sens pas, le petit, ça va pas. Et moi, mais non, t'inquiète pas, oh là là, ben, ça va aller. Elle me dit, non, le petit, ça va pas. Et c'est vrai, comme je dis, elle a souvent, elle a raison. Et elle me dit, le petit, ça va pas, faut faire quelque chose. Je dis, comment ça va pas, le petit va bien. Elle me dit, non, le petit, ça va pas. Du coup, effectivement, elle appelle l'hôpital et on retourne à l'hôpital pour voir comment ça va. Et c'est vrai que là, il fait une crise d'anémie. Ok. Donc, il est pas bien. Et donc, rebelote, retourne à l'hôpital, oublie tes papiers à la maison. Et là, donc, c'est reparti. Et voilà, c'est là où il décide de donc, le réopérer. Là, il le repère, sauf que l'aorte qui était rétrécie, elle a été donc déchirée. Et là, c'est là où ses vrais problèmes à lui de vie ont commencé à s'empirer parce que du coup, il avait une fuite à l'aorte qu'il ne savait pas gérer. Il ne savait pas comment ils allaient résoudre ce problème. Il y avait des solutions, bien sûr. Il y avait donc une solution qui s'appelait la chirurgie de Ross. Donc c'est de mettre une valve pulmonaire à la place. Dans ce trou, donc c'est un petit tuyau qu'on mettrait donc pour éviter la fuite. Mais c'est quelque chose qui est une opération très lourde à cœur ouvert, des anticoagulants à vie. Et très petits comme ça, c'est vrai qu'on sait qu'ils sont forts. Ouais, c'est leur travail, c'est leur technologie, mais on n'avait pas confiance, on voulait pas. On savait que ça n'allait pas se passer, ma femme ne le sentait pas. On a dit non, ça va commencer à être très compliqué. Et voilà, du coup, ils n'ont pas fait. Et on a laissé l'évolution, on a vu d'autres docteurs, ils ont dit oui, pour l'instant, on peut le laisser comme ça pour voir comment ça se passe. Et voilà, donc du coup, on l'a laissé comme ça. Et donc après donc, rebelote, ils l'ont réintubé. Et là, ensuite, on a pu rentrer chez nous à la maison. Ok. Voilà, donc on est rentré à la maison. Moi, donc, notre enfant, j'ai repris ensuite le travail. Notre enfant, il mangeait tous les 3 heures au début. Ok. Donc, tous les 3 heures, c'était compliqué. Moi, je me levais à 4 heures, donc j'ai donné à 1 heure du matin, ou elle, et après, on travaillait. Et voilà, donc il a grandi très bien, tout ça, sachant qu'il avait sa fuite aortique et que il fallait un jour ou l'autre l'opérer de cette fameuse grosse opération. Et ce qui a été très, 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 très dur pour nous, le fait de le voir affaibli. Et voilà, de continuer la vie. Et voilà, ça a été pas facile. Du coup, cette opération, elle a lieu quelques années après le retour à la maison. C'est l'opération à Necker. Comment tu vis ce moment où, avec Ludivine, puisque dans l'intervalle, vous avez eu 2 enfants, 2 autres enfants, et au moment de l'opération, vous les laissez, vous vous organisez pour pouvoir les laisser, aller avec Livio à Paris pour cette opération. Comment tu vis toute cette période, toi? Ben déjà, elle me dit, je suis enceinte du deuxième. Waouh! Waouh, 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 waouh. Je dis, bon, je suis enceinte, on a des dettes, je travaille énormément, on rembourse, elle aussi, on se battait, quoi. Et là, on se posait la question, comment ça se passe si on devait revivre ça? On en a déjà un, on fait garder le premier,
on reste à l'hôpital avec le deuxième, on ne pourra pas être présent, il faut se départager, mais on doit travailler, mais d'un coup, tout se remet en remue-ménage dans nos têtes, et ça devient très, 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 très difficile. Mais au final, est enceinte d'une fille, magnifique fille, qui a 11 ans, et tout s'est bien passé. Donc les deux autres enfants se sont super, super, super bien passés, et on est super contents. Et concernant l'autre opération, donc pareil, Marseille, ils cherchaient à vite l'opérer de cette fameuse opération pour arrêter à Marseille, donc, pour je dirais pas pour étouffer, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel avec des gens exceptionnels quand même. Hein. Et ça arrive, les erreurs, malheureusement. Malheureusement, voilà, nous, on a du mal en tant que parents à les accepter, mais c'est vrai qu'on sait que on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et voilà, donc Ludivine a su trouver quelqu'un un autre avis, je dirais tout simplement un autre avis donc sur Paris, qu'on est allé rencontrer et avec qui on a eu confiance de suite. Et voilà, donc on a fait le choix d'aller là-bas, donc de le faire opérer, mais ça a été un moment très, très, très difficile parce que ça a été une technologie, une opération qui était différente de celle qu'on nous proposait avant. Et voilà, donc on savait que c'était une réparation réparatrice qui allait être qui allait être très bénéfique pour notre enfant parce qu'il était très maigre. Chaque fois qu'il pleurait, il vomissait partout. Il était affaibli, il s'endormait des fois à la minute. Il était vraiment, on avait un enfant qui a eu énormément de difficultés et très fort à la fois. Parce que nous, on le vit en tant que parents, mais il faut savoir que l'enfant reste qu'un enfant. Et l'enfant, il voit les choses totalement différemment. Livio, il avait presque 6 ans. Et le fait de voir sa mère très inquiète, il a toujours été, avant toute opération, il s'est fait opérer des amygdales, par exemple, un peu avant, et très fort. Il disait non, mais t'inquiète pas, maman, ça va bien se passer, c'est rien, c'est qu'une opération et tout. Alors qu'au fond de lui, il était très souffrant. Il avait très, très, très peur. Il nous a jamais montré aucune souffrance. Il a toujours été très rassurant. C'est lui-même qui nous rassurait presque. Qui disait non, mais vous inquiétez pas, papa, maman, sérieux, oh là là, c'est rien. Alors que lui, il était en souffrance au fond de lui. Et je suis sûr qu'il pleurait la nuit dans son lit de peur. Et voilà, il nous a jamais rien dit jusqu'à son opération à Paris où on était là-bas. Il était très souriant. Oui, oh, ça va bien se passer, vous inquiétez pas, moi j'aime ça, il n'y a aucun souci. Ça va aller, ça va aller. Jusqu'au moment où il nous met dans son lit donc, pour l'amener au post-opératoire. Donc se faire opérer. Et c'est là où il n'a pas pu résister. Il a complètement craqué. Il a pleuré papa, maman, au secours, j'ai peur. Et c'est là où pour la première fois, il a exprimé sa peur, quoi. Alors qu'il a eu peur pendant plein de fois où il nous l'a jamais montré. Ouais. Et voilà, il a toujours su être très, 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 très fort au fond de lui. Et c'est pour ça qu'on l'appelle notre petit guerrier. Parce que c'est un vrai petit guerrier. C'est vrai, il a jamais pleuré. Et voilà, le fait de le voir pleurer avant de se faire opérer, ça a été très, 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 très dur. Donc ma femme était très confiante. Donc elle le sentait bien. Mais moi, c'était l'inverse, j'avais peur. J'avais peur. Ça a duré 15 heures. Une opération à cœur ouvert qui a duré 15 heures. J'ai pleuré beaucoup. J'arrivais pas. C'était pas possible de perdre notre enfant. Ouais. Mais après cette opération, Ludivine nous disait que les infirmières, ou en tout cas les personnes de l'hôpital, sont venues vous voir en vous disant que ça s'était très bien passé. C'est ça. C'est quoi Est-ce que tu arrives à nous partager le soulagement que c'est quand tu entends ces mots? Ça s'est très bien passé. Ben, on attendait. Pareil, on ne dormait pas. Hein. On avait trouvé une chambre là-bas au sein de l'hôpital. Donc, ma femme, confiance, peut-être, elle voulait pas me montrer sa peur de fait que moi, j'étais vraiment pas bien. À l'inverse de elle qui était pas bien. Et moi, j'étais très rassurant. Là, pour dire que quand on a vu notre fils, qu'on a l'amour de notre fils pendant des années, qu'on le voit Ranji rigoler, chanter devant la télé, et d'un coup,
aller à l'hôpital et qu'il se fasse opérer, c'est pas comme quand c'est la naissance, où on n'a aucun vécu avec lui, je sais pas comment l'exprimer. Mais là, on a partagé plein de liens, on a fait plein de choses. Et donc là, ça a été l'inverse, qui m'a rassuré. Et donc, on était assis, je me rappelle, dans le haut d'hôpital, à côté de la machine à café. Et là, il vient nous voir quelqu'un pour nous dire, bon, ben, ça s'est très bien passé. C'est vraiment une très belle opération. Il n'y a eu aucun souci, votre fils va bien. Et là, d'un coup, comment dire, c'est un soulagement. Le corps, il se relâche. C'est comme quand on va pour s'endormir dans le lit, le corps, il se relâche. Et là, ça a été, waouh, ça y est, tout. D'un premier temps, c'est le relâchement, ça y est, c'est fini. Dans un deuxième temps, c'est de la joie. Parce que ça s'est bien passé. Donc, on est très content avec ma femme. Et nous, on a l'habitude, quand notre enfant est intubé, qu'il le gardait pendant, on ne sait pas moi, 1 ou 2 jours intubé. Alors, du coup, moi, 2 jours, on n'avait pas mangé, ça faisait 20 heures presque. Moi, je dis à ma femme, ben, en face, il y a un petit restaurant, viens, on y va, on mange vite un truc. J'ai dit, comme ça, c'est bien et tout. Et on va en bas, moi, je prends l'hamburger, j'ai pas le temps de croquer dans l'hamburger, que l'hôpital nous appelle, nous dit, oh, mais on va intuber votre fils. On a dit, déjà. Ouais. Et le fait qu'ils intubent notre enfant de suite, et qu'on va le voir de suite sans les tuyaux, ça a été choquant, parce que nous, on avait l'habitude avant qu'ils soient intubés et qu'ils le gardaient longtemps. Et quand on est monté, pour moi, et que je le vois intubé, ça m'a remémoré quand il était bébé. Je me suis dit, oh non, ça y est, encore intubé, ça va être encore le même combat. Et de là, ils ont levé les tuyaux, instantanément. Notre enfant s'est réveillé, il nous a vus. Ça s'est bien passé. Et voilà, c'est de la joie, c'est incroyable. L'opération s'est très bien passée. Et voilà, donc il redescend dans la chambre, on a eu ce moment pipi. Mais on a eu aussi ce moment caca que je vais raconter, parce que en fait, quand il a été endormi, il a été endormi de tout son corps. Et du coup, impossible de faire ses selles. Impossible de faire ses selles. Donc, ils ont fait toutes les technologies. Ils ont donné tous les cachets pour qu'il fasse ses selles. C'était impossible qu'il fasse ses selles. Et on est resté donc 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'arrivait pas à faire ses selles. Et notre enfant, toujours pareil, il en avait marre, craqué. C'est bon, j'en ai marre, j'arrive pas et tout. Il forçait, il n'y arrivait pas, il était très très inquiet. Le jour où il a réussi, c'est moi, j'ai ramené des bonbons dans la chambre. Et les vieux adoraient les bonbons, comme tous les enfants. Et il fallait que je ramène ma femme, donc le soir, parce qu'on n'avait pas le droit d'être tous les deux. Donc, dans la chambre juste à côté où elle dormait. Et notre enfant nous dit, ben, ramène maman, t'inquiète pas pour moi, ramène maman, vas-y, t'inquiète pas, papa, vas-y, ramène maman, ramène. Et du coup, je ramène ma femme. Et en fait, il a pris le paquet de bonbons. Il s'est mis à manger les bonbons. Ouais. Et l'infirmière l'a vu. Et du coup, on lui a dit, mais t'as pas le droit de manger, t'as pas le droit de faire, de manger les bonbons, c'est pas bon pour toi. Et lui, il a dit, ouais, je mange rien, j'en ai marre, du coup, moi, je mange les bonbons. Et au final, ça a été gratifiant, parce que le lendemain, il a fait son premier caca. Voilà. Alors moi, comme le premier pipi, photo, toute la famille, regardez le caca et tout. Ils nous disaient, mais c'est du caca, c'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Mais pour nous, c'était une deuxième fois, la Coupe du Monde, ça y est, il a réussi à faire ses selles au bout de quelques jours. C'était incroyable, tout simplement. Ouais. C'était incroyable. Et voilà, il a fait ses selles et voilà. Donc après le pipi, il y a eu le caca. Voilà. Ok. Et du coup, vous restez moins longtemps que prévu à l'hôpital. Oui. Puisque les choses se sont bien passées. Est-ce que tu peux me raconter cette scène quand vous rentrez chez vous? Oh là là. Quelle émotion. Quelle émotion, parce que il a fallu faire garder nos 2 autres enfants. Et ma fille, donc, très inquiète pour son frère. C'est normal. La fratrie. Très, très, très inquiète pour son frère. Qui était dans la même école avec mon fils. Et à savoir que mon fils, avant qu'il aille se faire opérer à Paris, toute sa classe s'est mise autour de lui. Et ils ont tous pleuré. Ah ouais? Tout le monde a pleuré. Toute la cour. C'était autour de mon fils, il pleurait, il pleurait, tous ses copains, les copines. Allez, courage et tout, ça va aller, ça va bien se passer. Ça, c'est une opération, c'était soit ça marche, soit ça marche pas. Alors, dans la tête de son petit frère et sa sœur, ça a été très, très dur. Notre absence, elle a été, waouh, très, 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 très longue. Et quand
Donc on est allé les voir. Donc c'est mes sœurs qui les avaient gardés. Et on est rentré à la maison et quand on s'est tous retrouvés, ça a été un gros moment de pleurs et de joie. Et très content, ça a été une joie énorme, énorme, énorme. Et le fait de voir sa petite sœur pleurer, mais pleurer, pourtant pleurer de joie. Et le petit frère trop content, courir partout, faire des saltos. Ouais, ça y est, il est revenu, tout va bien. Ça y est, on va retrouver la vie de tous les jours. Ouais, hurrah, youpi, c'est super, c'est génial. Et là, ça a été magnifique. Donc on est rentré à la maison. Livio, comme avant, je vous ai dit, il était très très maigre. On n'arrivait pas à trouver de solution. Et là, au bout d'un an, il a pris 10 kilos. Voilà. Donc cette opération a bien marché. Il a pris 10 kilos. Il commençait à, ça y est, être moins fatigué, à plus vomir. Voilà. Donc là, la vie, elle a commencé à être, je dirais, plus ou moins normale. Voilà. Tout à l'heure, avec Ludivine, on disait que quand on traverse toutes ces épreuves, on voit la vie différemment après. Comment tu vois la vie aujourd'hui ? La vie, faut être vivant pour la vivre. Faut profiter de chaque moment qu'on vit. Et la vie est courte, ça tout le monde le dit. Il faut se dire que dans le cas de notre enfant et pour nous tous, chaque jour est une victoire. Chaque jour qu'on vit est une victoire. Voilà, on sait qu'il y a pire que nous. Nous, c'est une histoire très personnelle, c'est notre histoire. On sait qu'il y a des enfants, malheureusement, ils sont beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus que nous, mais il faut se dire que, voilà, comme je dis, comme je le répète, chaque jour est une victoire. Notre fils de nos jours, il a donc des tampons, donc qui est recouvert donc sur sa fuite, mais on sait très bien qu'il n'échappera pas à cette chirurgie de Ross. Il faudra qu'il ait un jour ou l'autre. Donc là, c'est en attente. Il a toujours une petite fuite encore à l'aorte. Et à la valve mitrale, c'est une valve très, 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 très fragile. Et voilà, donc on ne sait pas comment ça peut réagir du jour au lendemain. Donc voilà, on attend, il a une épée Damoclès au-dessus de la tête, on le sait. Et voilà, on redoute du moment où qu'on fait suivre donc à Paris, à Marseille, où on nous dit, ben voilà quoi, faut le réopérer, c'est parti. Et voilà, on se prépare à ça. Ça nous fait rappeler la première fois, donc où ils nous ont dit, j'en reviens encore à quand il était petit, la première fois où ils nous ont dit donc ça va pas, il faut l'opérer d'urgence. J'étais avec lui, j'étais à Marseille, on est allé voir donc le médecin chirurgien, et, le médecin, je dirais plutôt le médecin, et qui nous dit, bon, mais voilà, la fuite est trop importante, il faut opérer votre enfant, il faut faire ça, et nous, on n'était pas d'accord. Et moi, je dis, ben, si on n'utilise pas cette technologie, qu'est-ce qu'on pourrait faire de là devant mon fils? Il nous dit, ben, si on ne t'opère pas, tu vas mourir. Et là, notre enfant, il me regarde, il la regarde, de la haine dans ses yeux, des yeux tout brillants, pleure. Et voilà, je dis, attends, mais c'est pas possible de parler comme ça, on va trouver une solution. J'ai dit, faut pas s'énerver. Et de chez moi à l'hôpital, ben, il s'est mis à pleurer, impossible de le consoler. Ça a duré plusieurs jours. Et à ce moment-là, on n'a pas de solution pour lui, à part la solution qu'eux proposaient. C'est là où ma femme, comme j'expliquais tout à l'heure, elle a trouvé donc à Paris cette personne qui a été la solution pour nous. On a eu confiance et ça s'est bien passé pour lui. Oui, parce que ce rendez-vous, c'est ce qu'il y a eu avant l'opération de 15 heures dont c'est ça. Ouais. Ok. Avec un peu de recul, et même si évidemment la situation est toujours là, tu le disais, il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de Livio. Quel regard tu portes sur toutes ces années passées, sur ces mois d'hôpital, avec le recul? Comment tu vois ça aujourd'hui? Comment je vois ça aujourd'hui avec le recul? Côté famille, côté finance, côté... Un peu de tout. Un peu tout. Déjà, dès le départ, on a pris un deuxième avis. Voilà. Faut pas hésiter, quand il y a un souci de santé, prendre plusieurs avis. C'est la première chose qu'on aurait fait de une. Et de deux, j'aurais pas hésité à demander de l'aide à ma famille, qui a toujours été très proche, très présente, on est très soudés. Et je sais comment j'aime la famille. Et j'aurais pas hésité à demander de l'aide du côté financier. À dire par exemple, bon voilà, faut m'aider.
Faut les amis. Parce que les amis, j'en avais 150. Hein. Mais à ce moment-là, j'en avais que 2-3. Hein. Oui, étonnamment. Voilà. Qu'ils ont été présents, ne serait-ce que téléphoner, vous voyez. Ouais. Et voilà, il faut demander de l'aide. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Et après, comment je le vois, avec ma femme, on a su être très, très fort et soudés. Notre enfant a su nous rassurer. Ça n'a pas été un enfant pleurnicheur, un enfant chiant, un enfant qui pleurait pour rien. Il a su être très rassurant avec nous. Et beaucoup de souffrance. Et on le vit encore, ça restera au fond de nous. Et c'est des moments, plein de moments que je n'ai pas raconté aussi, mais ça a été des moments très très difficiles. Ouais, je comprends. Voilà. Écoute, Cyril, merci beaucoup pour ce partage. Il y a 2-3 jours, je veux parler du podcast avec des gens en disant que je trouvais que j'avais pas assez d'hommes dans le podcast. Bon, après, j'ai fait un lien assez rapidement. Hein, c'est que nous, tu vois, on est des bonhommes, donc on parle pas de nos sentiments. On est un peu handicapé du sentiment chez les hommes. C'est vrai. Et on en parlait tout à l'heure en déjeunant. Tu me disais, oui, ça peut être assez profond comme discussion. Et je pense que ça se ressent dans ce que tu nous partages depuis 1 heure. Donc vraiment, un grand merci pour ça. Ça fait vraiment le lien avec l'épisode de Ludivine. Super. Ça complète, je pense, bien la discussion. Donc un grand merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Ça a été très dur d'en parler, mais ça fait du bien d'en parler. Super. Merci Cyril. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.